Merci d'être venu. Euh, donc je vais commencer en disant que s'engager, c'est s'exposer. Certaines activités sont des engagements, la moto en particulier. Certains sports sont des engagements aussi. Le sport moto l'est en particulier aussi. Moi, je me suis doublement exposé en moto et en sport moto. Et comme le journalisme est aussi un métier normalement engagé, je me suis donc engagé très tôt dans la protection des motards, aux côtés des différents journalistes dans les médias dans lesquels j'ai travaillé. Et en particulier... Je crois que... Voilà, c'est revenu. Excusez-moi. Et en particulier dans les protections vertébrales. Et c'était peut-être une manière de me préserver aussi. Ça ne m'a pas empêché, comme le savent certains ici, d'être grièvement blessé aux vertèbres, précisément. Mais je me dis que sans doute, l'engagement de certains acteurs ces dernières années, ces dernières décennies, m'a tout de même protégé, puisque je suis là devant vous à m'exposer, encore une fois, et à exposer ceux qui continuent à s'engager dans la protection des motards. C'est le cas d'AMV, qui nous reçoit ici, qui nous permet aussi d'écouter aujourd'hui les précieuses paroles du professeur Saillant, qui est avec nous aussi, qui est ici, président de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Nous recevrons également plusieurs pilotes, Stéphane Paulus et Kevin Simonato, qui sont là avec nous. Et puis, donc Kevin et Stéphane qui ont soulevé et soulèvent encore des montagnes pour rendre accessible le sport moto aux personnes à mobilité réduite. Et on recevra également Luc Alphand, dont on ne présente plus l'immense palmarès en ski, qui a gagné le Dakar, et qui était déjà sensible aux protections et à la protection des motards en particulier, puisqu'il faisait de la moto, il fait de la moto, avant d'être lui aussi grièvement accidenté. Voilà. Mais avant tout ça, je vais passer la parole à Franck Alla, président fondateur d'AMV, qui s'inscrit dans la lignée des grands hommes de la moto qui se sont déjà engagés dans le soutien des actions du professeur Saillant. Je crois que Franck, vous en connaissez des grands hommes qui ont... Voilà, bah écoutez, en tout cas, merci à tous d'avoir répondu positivement à notre invitation. C'est vrai que le monde de l'assurance, on est forcément proche du mode de la protection. Alors certes, on donne aux gens qui font de la moto une protection financière, mais à côté de ça, l'assurance, elle ne se fait pas sans prévention. Et je pense que c'est dans notre rôle de préventionniste, c'est-à-dire pour éliminer les risques, hein, c'est comme ça que ça se passe, c'est après que l'assureur va intervenir. Il faut d'abord faire de la prévention, que ce soit pour une usine, que ce soit pour une voiture, que ce soit pour n'importe quoi, que ce soit pour la santé. Il faut d'abord faire de la prévention. Et là, je pense qu'on est dans notre rôle de préventionniste pour essayer d'attirer l'attention et d'essayer de pousser les gens qui participent à ce sport, où moi-même je participe, et j'ai participé en tant que compétiteur pendant des années, pour essayer de réduire au maximum les risques. C'est vrai que, je dis souvent en rigolant, c'est moins dangereux de jouer au bridge, mais ça peut-être après on a un gros ventre, hein, et qu'en réalité, en faisant de la moto, on prend un immense plaisir, mais il faut que ça soit un plaisir raisonné, et c'est par la prévention qu'on va pouvoir se raisonner. À côté de ça, à MV, on a une grosse expérience, malheureusement, des accidents. On assure aujourd'hui 700 000 motos. On gère 45 000 accidents par an. Heureusement, ces accidents ne touchent pas tous la colonne vertébrale et la moelle épinière, mais disons qu'on arrive à observer un peu les conséquences d'un accident, et c'est ce que l'on veut essayer de réduire à travers cette campagne de sensibilisation. Je pense personnellement qu'on n'est pas là pour obliger les gens. Il n'est pas question de dire le motard qui va porter une protection, celui-là il va bénéficier d'avantages ou de ceci ou de cela. Je pense qu'il faut d'abord qu'il se prenne en charge lui-même. Et un petit peu à l'exemple, certains me citaient cet exemple qui me paraît extrêmement important. Quand on voit aujourd'hui les gens en ski, et Luc le sait aussi, on n'a jamais exigé des skieurs de porter un casque. Or, si vous êtes au ski, vous allez vous rendre compte que
4 skieurs sur 5, si ce n'est aujourd'hui 5 skieurs sur 5, ils skient avec un casque alors que personne ne les a obligés de porter un casque. Voilà, donc je pense que c'est par l'exemple, c'est par l'explication, c'est aussi au niveau des moto-écoles où je pense qu'il faut sensibiliser les motards de demain à se protéger. Alors certes, le législateur a légiféré au niveau du port de gants, mais ça me paraissait indispensable, puisque le premier amortisseur quand on tombe, ce sont les mains, alors autant protéger les mains. Mais sans vouloir faire des obligations aux motards, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à les inciter à porter une dorsale. Voilà, c'est un peu le message, c'est d'apporter la dorsale dans la culture des motards français, des motards, de la moto. Certains jeunes motards, on l'a vu quand je travaillais à Moto Journal, je vois Pierre qui est ici, qui connaît bien les chiffres aussi, on a vu certains jeunes essayeurs arriver tout équipés en dorsale, avec des bottes et tout ça. Ça nous a mis des leçons un petit peu à nous autres qui étions un peu réfractaires à tout ça, même si on est sensible à ça. Alors, je ne dis pas que le fait d'avoir été grièvement accidenté, ce qui m'amène ici, parce que je me sens particulièrement impliqué, eh bien, je ne dis pas que c'est après, parce qu'on en a tous conscience, mais il faut franchir un léger pas pour porter ces protections. C'est quand même pas un grand effort que de porter une dorsale, on le sait tous. C'est pas très gênant aujourd'hui, et puis c'est accessible. Surtout que, eh bien, je vais parler un peu d'accidentologie. Les accidents, on a tous vu passer les chiffres, on les regarde très rapidement du coin de l'œil. Voilà, et quand on s'y attarde, on sait que le risque d'être tué à deux roues, et il faut le dire, c'est 21 fois plus que d'être tué quand on circule avec un autre véhicule. Plus 7% de décès en deux roues en 2017 face à 2016, c'est des chiffres qui font mal. On représente 1,9% du trafic et 21,1% de la mortalité. Voilà, donc la protection dorsale peut contribuer à réduire ces chiffres, en particulier celui des blessés graves, puisqu'on représente 43% des blessés graves sur l'ensemble des accidents en France. C'est des chiffres bien très lourds. Et nous, on est motards, ça nous fait jamais plaisir de porter des équipements supplémentaires de protection. Et bien moi, quand j'ai eu mon accident particulier, je développais des équipements de protection et je ne les portais pas au moment de mon accident. Voilà, c'est bête, mais c'est comme ça. Voilà, donc Franck Allard va nous parler de l'engagement d'AMV au niveau de la protection dorsale. Voilà, vous savez tous que AMV, on développe la passion de la moto depuis 40 ans. On essaie d'animer ce milieu, mais c'est bien d'animer, c'est bien d'assurer, mais effectivement, je pense qu'il faut s'engager, il faut aller plus loin, grâce aussi à notre partenaire Generali avec lequel nous travaillons. Et nous avons décidé sur le salon de la moto de distribuer au cours du salon et offrir à nos clients et à nos prospects qui viennent nous voir pour s'assurer 800 dorsales que l'on va mettre à leur disposition. On a établi un cahier des charges, on a fait fabriquer ces dorsales par un constructeur. Le résultat est là. Et donc, au cours du salon, nous allons nous engager là-dessus. De même, nous allons porter, à travers une fondation, notre aide au professeur Gérard Saillant pour que tout contrat souscrit, nous versions 10 € par contrat souscrit pour apporter une aide à ce qu'il est en train de mettre en place pour la protection du dos et la protection au passage des motards. Voilà, donc monsieur le professeur Saillant, on peut vous accueillir et présenter l'Institut, voilà, votre fondation pour le cerveau et la moelle épinière. Bien, merci pour votre accueil et je suis très heureux d'être au milieu de la moto parce que mes meilleurs amis sont en général dans la moto. Je les ai connus après les avoir opérés, malheureusement, souvent, mais que ce soit Jackie Vimon, que ce soit André Malherbe, ce sont des amis très très proches. L'Institut du cerveau et de la moelle épinière, c'est un institut, je vous invite à venir le visiter ou regarder le site, qui est en charge de la recherche sur les lésions du cerveau et de la moelle épinière, quelle que soit l'origine, que ce soit dû au vieillissement, que ce soit dû au traumatisme, que ce soit dû aux tumeurs. Et la moelle épinière
de même que les traumatismes crâniens, les lésions de la moelle épinière sont une partie importante de cette activité qui regroupe actuellement 750 chercheurs sur ce sujet-là. Merci, professeur. Et donc, les techniques que vous développez et puis la recherche avance. Je crois que les techniques se développent, bien entendu, mais pour connaître les techniques, il faut déjà savoir quel est le mécanisme de ces lésions. Et si vous voulez, la colonne vertébrale, c'est un contenant, c'est la vertèbre, les disques, etc. Et puis c'est un contenu qui est un gros nerf qui s'appelle la moelle épinière et les racines nerveuses. En 30 ans, on a fait des progrès fantastiques pour réparer le contenant, c'est-à-dire remplacer des vertèbres, les faire souder ensemble, raccourcir, allonger, on peut tout faire. Donc on a réparé le contenant, mais le contenu, en 30 ans, honnêtement, il n'y a quasiment pas de progrès, même sur tous les 6 mois ou 20 heures, vous voyez quelqu'un qui marche, etc. C'est extraordinaire, et puis on n'entend plus parler après, parce que ça veut dire que scientifiquement, rien n'est véritablement de façon formelle avancé. Il y a quelques progrès, bien entendu, mais pas beaucoup. Et si vous réparez, notre ami président est bordelais, si vous réparez la bouteille de vin de Bordeaux, c'est très bien, c'est nécessaire pour mettre le vin dedans, mais ce qui est important, ce n'est pas la bouteille, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est de réparer la moelle épinière. Professeur, vous côtoyez donc des motards, forcément. Est-ce que vous voyez une prise de conscience un petit peu plus importante aujourd'hui que par le passé de ces problématiques? Honnêtement, on voit dans traumatologie de moins en moins de lésions dues à la voiture, parce qu'il y a la ceinture, parce qu'il y a les airbags, parce qu'il y a tout un tas de choses à sauter. À l'inverse, on voit de plus en plus de motos, parce que la moto est plus populaire, il y en a de plus en plus, et il n'y a pas de pare-choc, il n'y a pas de garde-fou, si je puis dire. Et donc, on est sa propre protection. Il faut donc, sur le corps lui-même, se protéger. En effet, si vous voulez, comment est-ce qu'on se casse la colonne vertébrale? De deux façons. Il y a des mécanismes indirects, c'est-à-dire soit je tape la tête la première, ou bien les jambes, ou bien les fesses. C'est une compression, et ça peut fracturer, exploser la vertèbre, et comprimer la moelle qui est derrière. Soit c'est des mouvements, ce qu'on appelle de whiplash, de coup de fouet, de flexion-extension. Et si je fais une grande flexion brutale, je peux faire une fracture de la colonne. Mais chez les motards, et ça, pour la route, on l'a très bien compris, et vous voyez que les pilotes de Formule 1, ils rentrent à 350 à l'heure dans un mur, et ils n'ont quasiment rien. Les motards, c'est différent, parce que les motards, ils chutent, et généralement, ils chutent sur le dos. Or, le dos, eh bien, c'est voûté derrière, on est cambré dans lombaire, et puis on est voûté au-dessus. Et si vous tombez directement au sommet, c'est la partie postérieure de la vertèbre qui va rentrer dans le corps, qui va rentrer dans la moelle épinière. Et donc, il faut absolument ce qu'on appelle les épineuses. Vous palpez, même si vous êtes un peu grassouillé, vous sentez très bien sous la peau des os qu'il y a au milieu. Eh bien, c'est ces petits fragments de vertèbres qui vont rentrer dans la colonne vertébrale et qui vont provoquer ça. C'est pour ça que les dorsales, c'est véritablement le pare-choc, c'est le garde-boue, c'est vraiment la protection de la colonne vertébrale. Et je crois qu'on n'aura jamais le risque zéro, mais c'est criminel de ne pas chercher à avoir le risque zéro. Moi, je suis chirurgien, je veux bien opérer toute la journée si vous voulez, mais on est quand même là pour essayer de prévenir. Or, c'est un moyen très simple, qui coûte sûrement pas très cher, même quand c'est donné à 800 exemplaires, mais qui protège de façon considérable. Je ne dis pas que ça va tout protéger, mais on comprend difficilement que ce ne soit pas utilisé plus fréquemment. Merci professeur, merci d'être venu. Non, c'est moi qui vous remercie de votre accueil et du partenariat avec AMV. Merci beaucoup. Merci. Vous allez donner le micro à Luc Alphand qu'on va recevoir. Luc Alphand qui s'y connaît maintenant en vertèbres aussi, puisqu'il a été accidenté, Luc Alphand, champion du monde de ski, vainqueur du Dakar, on ne le présente plus. Et Luc, tu m'as dit que tu étais sensible déjà avant à la protection, mais peut-être un peu plus maintenant. Alors, bonjour à tous. Bien sûr que... Bon, alors moi, je suis motard depuis très longtemps. J'ai commencé par le trial et j'ai fait surtout du tout-terrain. Donc, j'avais envie, dès le début, à chaque fois, de rouler équipé. Et c'est beaucoup plus facile quand on le fait en tout-terrain, parce qu'on doit mettre des bottes et un pantalon. Et donc, quand on a un gilet, maintenant, les gilets se font très bien. La protection dorsale est intégrée, donc avec les protections du coude, etc. Parce qu'on tombe... Voilà, en tout-terrain, on tombe beaucoup plus souvent, beaucoup moins vite et moins sérieusement. Et c'est pour ça que donc, j'avais cette habitude. Et même avec mes enfants qui font aussi de la moto, j'ai l'habitude de leur dire de s'équiper depuis toujours, etc. Ça, c'est l'utilisation
que j'avais ou qu'on a dans le tout-terrain. Parce que c'est vraiment... Mais par contre, l'utilisation sur route et celle qui est faite dans, je n'ai pas les proportions, mais peut-être 90% des motards roulent sur la route. Ils vont au travail. Ils ont une utilisation quotidienne de leur véhicule et donc ils n'ont pas cette démarche de vouloir s'équiper tous les jours. Et c'est ça qui est important de le dire. Une protection maintenant, une dorsale, elle s'intègre parfaitement dans les vêtements qui sont maintenant très techniques. Ça a évolué, c'est comme le ski. Donc une dorsale, on peut largement le mettre dans une veste de moto et ça existe pratiquement sur tous les modèles. Donc c'est beaucoup plus facile de s'équiper, de trouver des pantalons ou des surpantalons qui soient aussi équipés anti-glissade, etc. Déjà qu'avec les législations, on est obligé les gens de porter les gants, ça c'est vrai aussi dans le bon sens, mais que les gens prennent vraiment conscience que même pour aller au travail, et c'est souvent en allant au travail que les accidents arrivent, de s'équiper, de penser à toute cette sécurité. Donc voilà, moi j'ai eu un accident très sérieux, d'ailleurs j'ai aussi consulté le professeur Saillant, j'ai eu une luxation cervicale, donc j'étais pas tout neuf. Je peux dire un énorme merci à tout le monde, à ceux qui opèrent et ceux qui arrivent à faire des choses fantastiques. Mais moi, j'étais équipé quand j'ai eu mon accident. Et peut-être que si je suis là, que je marche, voilà, c'est grâce à l'équipement que je portais ce jour-là et que ce n'a pas été plus grave, avec des conséquences qui sont bien plus lourdes sur votre vie. Donc, on peut être que, j'allais dire, solidaire que des assureurs qui connaissent, qui côtoient les accidents et qui les comptent, malheureusement, parce qu'assurer des gens derrière qui ont eu des gros accidents, c'est toujours difficile, mais que des gens comme ça essayent de mobiliser du monde et de faire des campagnes sur la protection et sur le port, spécialement de dorsales et de matériel, c'est important. Donc voilà, d'être à leur côté, j'allais dire non seulement au-delà de l'usage, j'allais dire de l'image, mais de l'usage, c'est important. Voilà, moi je roule encore, je roule sur la route. Et chaque fois, j'y pense et je m'équipe. J'essaye de bien m'équiper parce que voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres, malheureusement. Surtout que j'arrive avec quelques chromosomes, j'allais dire un peu dangereux. J'ai fait de la descente. J'ai connu aussi l'arrivée des protections dorsales dans le ski. On n'avait absolument rien au début. On avait même pas épais comme une chemise. On descend à 140 sur la glace. On avait les casques qui étaient épais comme une coquille d'œuf. Je rigole presque pas. Et voilà, maintenant on a des casques qui sont avec des normes, on a des protections dorsales, on a aussi, et ça arrive aussi dans la moto, des gilets airbags, avec, j'allais dire, les progrès des gyroscopes, des accéléromètres, etc. Maintenant vous mettez à l'envers, ça déclenche tout de suite. Ça arrive aussi en moto, ça l'est en moto Grand Prix. Et je pense que tous ces équipements, le progrès de la technologie, l'investissement des gens, j'espère, fera qu'il y aura moins d'accidents chez les motards et moins de conséquences, surtout sérieuses, pour la santé. Merci Luc, merci. C'est un plaisir. Merci pour ce précieux témoignage. Tu as dit quelque chose de très important, Luc. C'est que voilà, pour nous, on néglige parfois notre sécurité, mais nos enfants, on a envie qu'ils portent ces protections. C'est bien que c'est utile. Et quand on subit des traumatismes, souvent on peste contre les douleurs que ça nous cause, mais on ignore parfois, et c'est une des problématiques des protections, on ignore parfois que ça nous a sauvé la vie ou de graves blessures. On va accueillir maintenant deux personnes qui ont, je le disais tout à l'heure, soulevé des montagnes pour faire accepter le sport moto, et notamment grâce à Claude Michy, qui est là aujourd'hui, organisateur du Grand Prix de France, qui a accueilli Stéphane Paulus il y a déjà de nombreuses années. Et puis Stéphane Paulus, Kevin Simonato, qui ont réussi avec l'association Andy Freeriders, qui ont réussi à organiser des compétitions de personnes à mobilité réduite, c'est la PMR Cup, et puis qui continuent de lutter pour faire accepter le sport moto aux personnes à mobilité réduite. Je vais passer le micro à Stéphane qui va faire un petit jeu. On va te demander, Stéphane, de présenter Kevin. Ça marche. Bonjour à tous. Content d'être là aujourd'hui parce que c'est vrai, quand on parle de moto et d'handicap, c'est souvent le côté dramatique qu'on ressort. Et on est là aussi aujourd'hui pour montrer que malgré l'handicap, la vie continue et qu'on peut faire beaucoup de choses.
Et moi, j'ai eu un accident de moto il y a 15 ans qui m'a rendu paraplégique, mais par ma faute, dû à un excès de confiance. Et de par mon métier de visiteur médical, il y a 5 ans, j'ai rencontré Kevin Simonato, qui venait d'avoir, lui, un accident de moto et il se retrouvait paraplégique. Et lui, c'est l'inverse de moi. Moi, j'ai chuté tout seul, donc j'avais juste à m'en prendre qu'à moi. Lui, il rentrait du travail, il était pompier. Et sur le chemin du retour, il se fait couper la route par un véhicule, perd le contrôle de sa moto, percute la moto et tape le dos. Il finit paraplégique. Donc tu avais 22 ans. 23 ans. Ouais. 23 ans. Ce jour-là, lui, c'est le seul jour où il ne portait pas sa dorsale, alors qu'il l'avait constamment. Il avait un sac à dos, il tape le dos. Il est touché en bas, je crois, D10, D11. Donc fracture D8 et lésion D10. Voilà, donc dans le bas du dos. Et ça le laisse paraplégique. Et moi, je commençais déjà à refaire de la moto, mais pour le plaisir à cette époque-là. Je voulais, ça me manquait. Et il me dit, je veux faire comme toi. Il a vu des vidéos, mais je lui ai dit, c'est compliqué. À l'époque, on n'avait pas encore des très bons rapports avec la fédération qui, pour tout le monde, c'était nouveau. Et je pense que c'est normal, les gens restaient dubitatifs quand on voyait un paraplégique qui veut remonter sur une moto. Ça laissait pas les gens, ça laissait des interrogations. Et les premières années, j'étais tout seul à me battre contre les fédérations. D'ailleurs, c'est là que j'ai connu David Dumas à cette époque, qui m'a toujours soutenu à travers Motojournal. Et un jour, la fédération a ouvert ses portes et nous a dit... Donc, on a créé une association qui s'appelle Andy Freerider pour remettre les motards qui ont un accident de la vie sur une moto, mais uniquement sur circuit. Parce qu'on fait de la moto sur 2 roues et sur route, ça ne serait pas possible parce qu'on part sans fauteuil roulant. Donc on fait ça sur circuit et la fédération nous a rejoints. Donc au début, on a créé des épreuves en e-sport parce qu'ils étaient encore frileux. Et puis ils ont été conquis d'année en année. On a eu Claude Michy qui a été à nos côtés aussi, qui nous a beaucoup soutenus, jusqu'à nous proposer une course sur le Grand Prix de France Moto, qui est quand même la plus belle vitrine du sport moto. On a eu un accueil du public, des pilotes MotoGP, qui a été incroyable. On est passé au-dessus du handicap. On parlait de pilote à pilote, on parlait de pilote au public, de public au pilote. Et Kevin s'est reconstruit à travers tout ça, parce qu'il a eu du mal à l'accepter. Quand quelqu'un te fauche et que tu perds l'usage de tes jambes à 23 ans par une tierce personne, la pilule est plus compliquée à digérer. Donc j'étais toujours à ses côtés en lui disant que la vie continuait et que on pouvait continuer à rêver. Et on continue à rêver tous les deux. Et aujourd'hui, on a un championnat de France. On a une coupe internationale, donc on travaille toute l'année tous les deux. Kevin a passé un brevet d'éducateur. Un CQP initiateur moto. Voilà, donc on reforme, donc on fait ça dans les règles quand on remet des personnes à mobilité réduite sur la moto. Et chaque année, on évolue. On est content aussi que AMV nous rejoigne pour la saison 2019 pour continuer à développer le sport moto et l'handicap et continuer à faire rêver. Merci Stéphane, merci beaucoup. Kevin, je voudrais te demander en quoi le sport moto t'a permis, sans mauvais jeu de mots, de te remettre en selle. Alors, comment expliquer un petit peu? Donc, déjà, c'est des objectifs. Quand tu veux rouler à moto, on sait que ça a un coût. C'est tout nouveau le handisport au sein de la moto. Donc, certains diront, oui, c'est facile de trouver du budget, des partenaires, etc. Mais en fait, c'est pas facile. Donc, pour rouler, il faut se fixer des objectifs et pour permettre de faire une saison entière à moto. Mais te remettre en selle aussi dans ta vie. Comme je l'ai dit, c'est des objectifs même dans la vie courante. C'est-à-dire qu'on travaille avec Stéphane dans l'association. Moi, ça m'a permis de me reconstruire. Alors, j'ai pas de travail à côté. Mais je ne verrai pas ma vie aujourd'hui sans l'association. Je suis vraiment rentré dans le bain de m'occuper de quelques responsabilités, bien sûr. Ça donne beaucoup de travail. Comme il minimise, mais c'est beaucoup de travail, l'association. C'est créer les journées initiation, c'est créer un programme, c'est les réseaux sociaux, c'est la communication. Il s'occupe du site internet. Il minimise, mais quand je l'ai rencontré, il était sur son lit d'hôpital et je lui ai dit... Au lieu que tu tournes en rond dans ta chambre, toi tu vas faire la partie administrative et moi je vais faire la partie de terrain, vu que j'étais dehors. Donc ça lui a permis d'avoir des objectifs, ça lui a permis de s'occuper l'esprit et pas de se morfondre et de dramatiser sur son état.
Donc aujourd'hui, il ne travaille pas, mais il a un travail dans l'association qui est important, que moi, je ne peux plus faire parce que moi, je suis salarié, j'ai un boulot à côté. Et donc, on se complète à travers ça. Donc, tu as quand même un boulot à travers l'association. Et c'est surtout, c'est surtout cette année où on a mis l'accent sur les initiations. On l'a fait, on a développé ça l'année dernière. Là, cette année, j'ai bloqué 7 dates d'initiation dans l'année. Donc on a un partenaire de roulage qu'on sollicite et ça nous permet de remettre alors soit des amputés ou soit des paraplégiques en selle. Et c'est vrai que c'est toute une organisation, préparer les motos pour l'initiation, la mienne et la GSR 750 pour les élèves. Et voilà, j'ai également eu l'autorisation de faire passer les CASM du biais de mon CQP initiateur. On m'a également donné l'autorisation de faire une partie pratique handi. Donc là, il a fallu revoir un peu tout le programme des ateliers pratiques. Et aujourd'hui, on est à, je ne sais pas, dis-moi si je me trompe Stéphane, mais on doit être à 11 ou 12 pilotes. En un an et demi, on a 12 personnes qui ont été réinitiées. Oui, en un an et demi, ouais, c'est ça. 12 personnes qui, suite à un accident de moto, ont repris la moto sur circuit. Merci Kevin, merci Stéphane. Merci David. Voilà, et tout simplement, moi je conclurai en disant que quand on fait du sport moto, et ceux qui en font ou en ont fait ici, mettent la dorsale machinalement, ils ne se posent même plus la question de porter ou pas la dorsale. Et il faudrait, dans un monde idéal, qu'un jour prochain, ce soit même plus une question de volonté, mais que ce soit machinal de porter la dorsale. En tout cas, merci de nous avoir accueillis. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a un micro pour vous là.